Bonjour et bienvenue au podcast pour diffusion immédiate, le podcast d'Agenda PR. Ce soir, le sujet, la place des relations publiques en mode campagne électorale. Nos invités ce soir, nous avons Marc-André Blanchette, qui est consultant en affaires publiques, relations publiques et relations gouvernementales. On a Soraya Martinez, qui est candidate officielle pour le Parti libéral du Canada dans Hochelaga pour 2019. Et on a Paul Évra, qui est directeur général pour le Centre Lassalien et ancien attaché politique d'Annie Sanson. Merci d'être avec nous ce soir. Merci de l'invitation. Merci d'être avec nous. Et peut-être pour commencer, on va peut-être démêler un peu tout ça, parce que vous avez trois rôles assez distincts dans le milieu de la politique. Peut-être nous expliquer à quoi peut ressembler un peu le quotidien. Si on y va avec un attaché politique, une politicienne, un consultant. On va commencer avec toi, Paul. C'est bien gentil. Comme attaché politique au niveau de la mairie de l'arrondissement Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, de Mme Annie Sanson, je la conseillais par rapport à des enjeux très locaux et parfois des enjeux un peu plus grands. Pour nommer que cela, l'exemple de Cité Pitbull. Et mon quotidien, c'est de vraiment rester informé par rapport à l'information qui circule, être en amont par rapport à des dossiers chauds. Donc, puis je la conseille par rapport à ça. Soraya? Comme candidate, tu dis? Oui, mais comme candidate, puis aussi, tu as un parcours quand même assez. Tu as travaillé, par exemple, pour conseillère d'arrondissement, tu as travaillé avec d'autres politiciens. À quoi ça peut ressembler, cette dynamique-là, au jour le jour? On a juste 30 minutes. Là. En fait, comme Paul disait, il faut que tu sois capable de, pas seulement de réagir à la crise ou réagir à l'enjeu aujourd'hui, mais il faut que tu sois capable de voir venir les coups. Donc, je pense que les bons attachés politiques ou les bons conseillers politiques ou consultants sont capables de voir et prévoir les coups. Puis de dire, ça s'en vient, puis il faut se préparer. Donc, tu es toujours mieux dans la stratégie d'avoir ce temps-là. Puis je pense que le rôle d'un consultant ou le rôle d'un attaché politique, c'est ça. Puis comme un élu, quand tu es élu, tu es beaucoup plus dans la réaction tous les jours. Tu as moins le temps de prendre ce temps-là, de voir venir les coups. Et puis c'est pour ça que les conseillers sont importants. Et de ton côté, Marc-André? Écoutez, moi, c'est bien important de bien entourer des politiciens, politiciennes. Et la façon de le faire, c'est très simple. C'est une question d'anticipation. C'est une question de vision. C'est une question de sens politique. Donc, ce qui est important pour les gens qui vont faire ce travail-là, autant de l'externe, moi à titre de consultant je vais le faire à l'externe, mais autant à l'interne dans les bureaux de députés ou de ministres et ainsi de suite, c'est vraiment de voir les angles morts, puis comme disait ma voisine justement, d'anticiper des coups avant qu'ils arrivent. Ça c'est super important. Puis oui. Et comme la majeure partie des gens qui nous écoutent sont issus du domaine des relations publiques, des communications, je proposerais qu'on rentre dans le vif du sujet en parlant peut-être des plus gros défis que représentent les relations publiques en mode campagne électorale et aussi au quotidien. Au day-to-day aussi, c'est quand même un défi parce que les médias suivent vos moindres gestes également. On en parlait un peu plus tôt justement avec le rôle du politicien a beaucoup changé avec l'avènement des réseaux sociaux. Où il faut montrer que tu es présent lors des événements, en plus d'écrire, dire j'étais là, ensuite connaître ses dossiers. Donc c'est pour ça qu'il faut, d'après moi, s'entourer d'une bonne équipe qui vont pouvoir monter les dossiers le plus rapidement possible pour les élus, pour qu'ils les apprennent. Et je peux imaginer l'exemple avec Annie Sanson. Des fois, dans une même journée, il y avait 5 événements, 5 endroits où elle parler de dossiers. Mais il faut que quelqu'un travaille avec elle, monte le dossier, puis comprendre aussi sa vision, la vision du parti. Donc, je pense que c'est un peu ça. Oui, en tout cas, non, tu ne te trompes pas du tout. Écoute, t'avais le job, t'étais bien, tu faisais ta job, tout allait bien. Moi, je rajouterais à ça que au niveau des communications et des relations publiques, en politique, oui, tu as un plan de campagne, puis c'est important d'avoir un plan de campagne parce que tu ne veux pas être en mode réaction. Tu vas garder ton focus sur ce que toi, tu as comme plan. Ça, c'est super important. Mais en même temps, il faut être capable de réagir à l'actualité, il faut être capable de réagir à ce qu'on vit quotidiennement. Puis, il faut, je pense aussi, savoir juger le risque. Parce que moi, je dis toujours, je compare ça au hockey, on aime ça le hockey, là. Tu peux jouer bien à la défensive, mais tu ne vas pas marquer de but. Fait qu'il faut que tu sois capable de gérer le risque pour t'assurer qu'à un moment donné, OK, j'y vais-tu ou j'y vais pas, tu sais. Puis ça, en relations publiques politiques, c'est super important parce que tu dois être capable de dire, OK,
mes adversaires vont gérer ça, vont réagir comment et comment moi je vais me distinguer de ça puis je vais compter un but. Tu sais. C'est un peu ça. À partir du moment où tu dis, bon, je fais des relations publiques, des communications politiques, forcément, il y a quelque chose de partisan là-dedans. Il y a quelque chose qui dépasse largement le cadre des relations publiques. C'est quelque chose en quoi tu dois croire pour le mettre de l'avant. Ceci étant dit, tu as cet enjeu-là, justement, de gérer les urgences, d'éteindre les feux d'une certaine façon, mais en amont, tu as toujours ton plan de campagne qui est bien défini, tu as toujours tes enjeux qui sont bien détaillés, qui sont bien détaillés aussi avec les statistiques et l'information dont tu as besoin pour faire ton travail. Puis, à partir de ce moment-là, ben là tu peux anticiper un peu mieux les coûts, en tout cas, tu essaies le plus longtemps que possible, et c'est ça l'enjeu. Puis, je dirais aussi, l'enjeu probablement numéro 1, c'est la gestion des priorités. Parce que tu décides de réagir ou de ne pas réagir, il va y avoir une conséquence. Donc, tu dois vivre avec après. C'est comme la boxe, tu parlais de hockey un peu. C'est sûr que ça ressort des coups, c'est de savoir combien de coups tu es capable d'encaisser et continuer à avancer. C'est ça. En fait, c'est ça la politique. J'imagine que vous préparez un peu d'avance les coups potentiels Oui, que vous pensez recevoir selon un peu les allégeances des partis. C'est sûr. Mais en même temps, tu sais, si on prend par exemple la campagne de Justin Trudeau en 2015. En 2015, Justin est arrivé, il était 3e dans les sondages, même 4e quand il a commencé. Puis je pense que son plan de campagne était clair. Il a décidé qu'il faisait une campagne positive, qu'il ne s'occupait pas, tu sais, on ne s'occupait pas des autres partis. On faisait notre propre campagne, puis on se disait, on garde focus sur notre campagne, puis on n'est pas en mode réaction. Jamais. Tu sais, la fameuse ligne Sunny Ways, c'était ça, c'est dire, tu sais, on s'en va là, Sunny Ways. Puis nous, indépendamment, on n'est pas en mode réactif, on vous propose quelque chose de positif, puis c'est ça le plan. Puis je pense que ça a été payant parce que les gens ont commencé à dire, ben OK, on n'est plus dans la politique partisane, très adversaire, on est dans une proposition d'un plan auquel les Canadiens ont adhéré, tu sais, puis c'est ça qui a fait qu'il a gagné sa campagne. En plus, en 2004, lors de la campagne de M. Trudeau, les autres partis ne s'occupaient pas de vous aussi. Donc, c'était M. Trudeau qui gérait l'agenda, puis en relation, quand tu peux gérer l'agenda, parce qu'ils n'avaient jamais à répondre aux adversaires, parce que les adversaires, c'était l'agenda. Donc, ils étaient à l'agenda, fait que ça a beaucoup aidé, en fait. Oui, tout à fait. Moi, je pense qu'on a fait avec la vague orange en 2011. Mais c'est vrai. C'est le même principe. Non, mais c'est le même principe. Oui, c'est le même principe. C'est le même principe. Comment, peut-être, on comprend que, bon, il y a un premier ministre qui représente le parti, mais il y a des candidats, il y a d'autres personnes. On n'est pas juste nous qui reçoit des coups. Ces gens-là, notre parti peuvent être affectés par ça. On a vu cette semaine que certaines situations, à cause des médias sociaux, comment, en termes de relations publiques, on peut bien anticiper ces petits détails-là à la pièce. Ben, ça, on parlait de ça tantôt, puis on se disait, tu sais, les médias sociaux, tu gagneras pas nécessairement une campagne à cause des médias sociaux, mais tu vas perdre une campagne à cause des médias sociaux. Et donc, c'est pour ça qu'ils deviennent importants. Pas tant parce qu'ils vont contribuer à 100% de ta campagne. C'est pas vrai. Je veux dire, les gens qui votent, quand tu regardes l'électorat, c'est pas tout le monde qui suit les médias sociaux. On est quand même une élite qui suit les médias sociaux et cette élite-là influence les médias, influence... Bon. Fait que c'est sûr que tu ne gagneras pas nécessairement une campagne dans les médias sociaux, mais tu peux la perdre. Puis on l'a vu encore cette semaine, j'ai un candidat conservateur qui a fait une vidéo épouvantable, puis que... non, mais il a perdu sa campagne. C'est-à-dire qu'il a été obligé de retirer sa candidature, et non seulement ça, mais il a perdu son emploi pour la même chose. Fait que je pense que les médias sociaux, en fait, deviennent l'image un peu morale du candidat qui va représenter des citoyens, et donc il y a un poids moral à ta candidature. Mais dans l'équipe du parti, est-ce que les relations publiques ont clairement analysé c'est dit tout ce qui s'est fait? Absolument. Il faut qu'ils répondent s'il y a quoi que ce soit. On peut Absolument. juste démissionner ou... En fait, il y a des dynamiques internes à travers tous les partis politiques qui sont des dynamiques de pouvoir interne aussi. Parce que ce qu'on voit à la télévision, c'est une chose, mais ce qu'on voit derrière, ce qui se passe en coulisses, ben là, tu as un porte-parole qui va discuter avec un autre porte-parole, qui va lui dire, écoute, moi, cet enjeu-là, pour moi, c'est super important. Fait que là, tu vas avoir une espèce de tire-pouce, un petit peu, sur quels sont les enjeux prioritaires à la fin. Puis là,
à la fin de tout ça, ça se ramasse sur le bureau du conseil exécutif avec le premier ministre qui dit ben, je tranche, c'est ça. Puis après ça, les gens qui sont dissidents, ben là, il y a des conséquences. Donc, il y a aussi une dynamique interne aux partis politiques qui ont une incidence sur ce qui se passe après au niveau du politique comme tel, c'est-à-dire ce qu'on voit à TV ou de ce qui est visible à la pointe de l'iceberg de la politique. Oui, il y a quand même un poids, je te dirais, public, là, démocratique. C'est quand même aussi une belle façon pour le citoyen de participer à une campagne politique que d'avoir des réseaux sociaux où un YouTuber ou quelqu'un qui a un Facebook qui est suivi par 10, 15, 20 000 personnes, c'est sûr que son avis ou la façon dont lui va se positionner devient aussi un enjeu, devient aussi important dans une campagne. Pour aller chercher les jeunes électeurs aussi, qui sont plus difficiles à les rejoindre par les médias traditionnels, qui sont davantage justement sur les médias sociaux au quotidien. Oui, mais je vois quand même une différence chez les jeunes. Je pense qu'un jeune de 18 ans puis un jeune de 35, c'est pas la même affaire. C'est complètement différent. On les met tous dans les 18-35, mais c'est complètement différent. Puis le 18 ans, si je prends, ma fille, elle va avoir 18 ans. Là. Moi, ma fille, je dirais, elle est beaucoup moins partisane. Elle est beaucoup plus axée sur le projet, comment ça impacte ma vie, qu'est-ce qui est important pour moi, l'environnement, la culture. Fait qu'il y a une conception de la politique qui est très différente à 18 ans. T'es jeune, toi, tu devrais me parler de ça. Non, mais on en parlait tout à l'heure, c'est que c'est la seule tranche d'âge où on fait un fourre-tour, on met 18-35, alors qu'une personne de 18 ans et une personne de 35 ans ne sont pas à la même place dans la vie, mais pas du tout. Et je ne suis pas sûr, moi, que les réseaux sociaux aident vraiment à aller rejoindre les jeunes de 18-35 ans, parce que le message, on a beau le mettre sur les réseaux sociaux, le message n'est quand même pas adressé à eux. Donc, c'est plate à dire, mais c'est toujours des personnes un peu plus vieilles qui essaient de s'adresser à un langage de personnes plus jeunes. Donc, la journée qu'on va pouvoir faire ce tournoi-là, où ce que les jeunes vont s'intéresser, je ne vais pas faire de name dropping, mais quand tu vois Gabriel Nadeau-Dubois, il s'adresse aux jeunes parce qu'il est jeune et le discours, les jeunes le comprennent. Et là, en ce moment, pour les autres partis politiques, c'est beaucoup, on devrait leur parler comme ça, c'est des conseillers, mais ça ne fonctionne toujours pas. Parce qu'à la base, ça n'a pas été créé pour eux. C'est vrai. Honnêtement, les partis politiques font beaucoup d'efforts, en tout cas, je pense, pour sauter dans le bandwagon du numérique. Le DGEQ aussi. Le DGEQ avec ses annonces. Tout à fait. Mais je pense que les résultats montrent que ça ne fonctionne pas. Non, mais je pense qu'à la fin, c'est dans ta plateforme les enjeux qui touchent les plus jeunes, comme l'environnement, comme le transport collectif. Le résultat à la mairie de Montréal est quand même là pour témoigner de la caisse de résonance. En dehors des positions politiques ou quoi que ce soit, la question de toucher les jeunes avec les enjeux qui sont importants pour eux, c'est quand même un gros défi qui est adressé. Mais c'est sûr que c'est pas parfait, là, on s'entend. Mais il y a un changement aussi, je pense, qui s'opère à travers la classe politique aussi, qui commence à regarder, parce que la démographie commence à parler. Oui. Quand on pense à Pierre, on pense aussi à spaghetti. On parlait de ça. Wow. Non, mais on pense, on en parlait un petit peu avant de débuter le podcast, puis effectivement, souvent, les politiciens se trouvent avoir un horaire ultra chargé en différents événements à gauche et à droite, tout ça. Puis vous avez des opinions un petit peu partagées à ce niveau-là, à savoir comme, OK, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'aller faire son PR en bonne et due forme dans différents événements ou on devrait pas comme couper un petit peu là-dedans pour vraiment plus tabler à comme... Dans le travail? Ouais. Moi, personnellement, je trouve qu'on en demande beaucoup trop aux politiciens depuis l'avènement des réseaux sociaux. De faire 5 spaghettis dans une fin de semaine, ça ne rend pas toi un meilleur politicien. Surtout que souvent, on croise toujours les mêmes personnes dans les événements. Donc, c'est juste montrer qu'on était là, mais à la fin de la journée, est-ce qu'il y a vraiment des discussions de fond ou des discussions informelles qui sont beaucoup plus lors d'un spaghetti? Je ne dis pas de ne pas en faire, mais c'est de doser. Puis aujourd'hui, le politicien ne peut pas doser. Il faut qu'il fasse tous les événements, parce que sinon, on va dire, mais t'étais là, mais t'étais pas là, sur les réseaux sociaux. Et pour moi, c'est mauvais. On ne va pas demander à notre médecin d'aller dans tous les événements pour être un meilleur médecin. On demande à nos politiciens d'aller partout pour être des meilleurs politiciens. Pour moi, ça ne fait pas de sens. En même temps, nous, c'est sûr que, d'un point de vue, justement, événement PR, bien, c'est sûr que d'avoir la présence, justement, d'un élu,
à l'événement, couper le ruban, etc. C'est sûr que ça a vraiment un beau pouvoir d'attraction auprès des médias aussi. Fait que c'est sûr qu'il y a comme, autant que c'est bon pour justement l'élu qui se déplace, autant que c'est bon pour comme l'organisation qui l'invite. Fait que c'est comme un... Puis après ça, c'est sûr que c'est ça. Mais moi, je pense que comme élu, comme politicien, avoir fait les deux, comme élu, en fait, ces événements-là te forcent de garder un lien avec le terrain, te forcent de garder un lien avec les gens que tu représentes. Fait que moi, je me souviens que quand la campagne de Mélanie Joly à Antique a commencé, on se promenait dans les centres d'achat, on allait dans les cafés, dans les restaurants, on a fait des soupers spaghettis, on en a fait beaucoup. Ce que je trouvais le fun, en fait, c'est de voir directement chez les gens l'effet de la campagne. Je trouvais ça fantastique. 2 semaines avant, je me souviens, j'avais dit à Mélanie, j'ai dit excuse-moi, j'ai dit, libéraux, on est au gouvernement. Là. Elle a dit, comment ça? Ben, elle dit, c'est parce que tu le vois, c'est ton sondage. On parle de sondage à tous les jours dans les médias, mais les sondages sont là. Je veux dire, tu es là sur le terrain, les gens te parlent, tu vois la réaction. Puis je trouve que ça, cette évolution qui est sur le terrain, c'est les gens qui vont voter. Là. Il n'y a pas meilleur benchmark que ton terrain. Je suis d'accord avec toi, mais c'est pendant la campagne électorale. Oui, mais même pendant ton 4 ans. C'est parce que même pendant ton 4 ans. Parce que pendant ton 4 ans, tu es élu pour un mandat qui n'est pas si long que ça. Puis dans 4 ans, peut-être que tu ne seras pas réélu. Fait que pendant 4 ans, les gens qui t'ont fait confiance s'attendent à ce que tu sois là, puis tu te présentes, puis tu donnes. Fait que c'est sûr que c'est demandant. Je pense que quand tu es clair au niveau de ton agenda, quand tu es public, puis tu es transparent dans ton agenda, les gens comprennent que moi, à l'époque, j'avais des jeunes enfants. J'étais élue la première fois, mon fils avait 2 ans. C'est sûr qu'à un moment donné, j'ai dit, écoutez, moi, entre 5h et 7h, je fais souper mes enfants. Ça, c'était comme dans mon agenda. Mais tu comprends? Je pense que c'est une relation avec tes citoyens que tu dois développer comme élu. T'as pas le choix, ça vient. T'as pas le choix. Ça vient avec la job. C'est tragique un peu. Oui. Il y avait beaucoup d'enjeux comme ça à la Chambre des communes, justement, où il y avait le défi de la conciliation travail-famille avec les jeunes politiciennes qui avaient été élus pendant la vague orange. Je vous donne un exemple, mais peu importe, tout parti confondu, ça ne change rien. C'est un défi d'être nouveau parent, d'être élu, puis de travailler infini plus une heure par semaine. Ça vient avec la job. Malheureusement, je pense qu'il y a aussi les candidats des élus qui sont amenés à prendre le bord à cause de ça. Je présume aussi. Ça a une incidence, du moins, sur ta vie de famille, sur ta vie privée aussi, parce que qu'est-ce qui est privé, qu'est-ce qui est public, à partir du moment où tu décides de te présenter, la ligne est très, très mince. Donc, mais c'est sûr que c'est important d'être là, puis c'est sûr que c'est important d'être là parce que l'élu donne aussi une poussée dans les médias à l'événement auquel il participe. Fait que ça l'aide l'événement, ça fait aussi partie de ta responsabilité. T'sais. Moi, je serais peut-être curieuse à savoir, parce que bon, tu sais, on œuvre tous dans le milieu des relations publiques. C'est sûr qu'on ne fait pas la même chose en termes politiques. On a l'impression que les journalistes vous scrutent. Ils savent tout ce que vous faites et aussi l'espace médiatique qui est pour la politique est immense. Tu sais, je veux dire, à chaque jour, il y a un espace médiatique qui est alloué au provincial, au municipal, au fédéral. Quelle relation vous entretenez avec les journalistes? Est-ce que c'est aussi amical que nous, on peut entretenir des relations avec les journalistes? Puis c'est nécessaire. Pas le choix. T'as pas le choix. Oui. L'un a besoin de l'autre pour travailler. Ah, c'est sûr. Puis c'est des relations de belles collaborations. Non, mais sans nommer, mais tu sais, un petit peu, c'est comment que vous réussissez à bien jongler, peut-être s'il y a un exemple qui vous vient en tête. Moi, je peux te donner un exemple. Je pense que la personne serait très à l'aise. Moi, j'ai un bon lien avec Yves Poirier. Quand il y a des trucs à potin, j'entends des affaires, je me dis, va donc checker ça. T'sais. Là, ça devient intéressant. Là, ça vient captiver les gens. Mais sur le poids média de la politique, soyez vigilants parce que n'importe quel joueur du Canadien de Montréal aujourd'hui, et là je me ferai peut-être pas d'amis en disant ça, mais n'importe quel joueur du Canadien a plus d'exposure que les 3 paniers confondus. Oui, c'est ça. Donc, l'entraîneur du Canadien de Montréal a plus d'exposure que le premier ministre. C'est clair que oui, c'est clair que oui. Ceci étant dit, c'est quand même, moi je pense que c'est nécessaire qu'on ait des affaires publiques en continu, puis ça avance tout ça, ça te permet de garder l'œil sur tout ce qui se passe, mais en même temps, au niveau des relations publiques, ça met un défi constant de refaire la nouvelle à chaque jour. Là, il faut que tu arrives avec un punchline ou une clip qui va faire en sorte que le 6 secondes de rétention d'une personne normale, parce que
quand tu fais de la politique, souvent, tu as le syndrome de la musique de Noël. Moi, j'explique ça comme ça. La musique de Noël, tu l'entends entre fin octobre et fin janvier, genre. Donc, à partir de ce moment-là, là, tu dis, est-ce que les gens ont compris que c'est le temps des fêtes? Ben, peut-être pas en politique parce que tu répètes souvent un message semblable pour qu'à un moment donné, ça colle. Et puis c'est le propre un peu de la publicité, tu sais, c'est la Exactement fréquence à la même laquelle publicité. que tu... Ouais. tu- Sauf C'est du qu'en marketing politique. sauf qu'en politique active, une fois que tu es élu puis tu dois expliquer des politiques publiques, c'est pas pareil. En campagne, tu es en mode quotidien. Tu es en mode message. Mon message aujourd'hui, c'est ça. Tu sais, cette semaine, là, ça va être probablement provincial, ça va être les femmes. OK? Je vous le dis, là, ça va être les femmes. On est rendu là. Fait que là, c'est ça. Fait que là, tu as comme des messages. C'est ça, c'est les femmes cette semaine. Bon, fait que la semaine d'après. exactement. Fait que là, tu as comme des messages qui sont comme clairs, puis tu as un message quotidien. Les aînés en fin de campagne. Exact. Je voulais pas Probablement. Je suis d'accord avec toi. On va Puis, le faire sortir, votre. ouais, c'est ça. Fait que là, mais quand tu es élu, là, tu gères un gouvernement. Tu sais, tu gères un pays, une ville, une province. Tu es en mode de politique publique. Tu es en mode de. Là, tu fais des politiques qui touchent les gens. Mais des fois, là, c'est compliqué d'expliquer ça. Puis, c'est pas un one-liner. Fait que ta relation avec le journaliste est super importante. Parce que là, tu es capable de dire au journaliste, regarde, ça s'en vient, mais il faut que je te donne du background. Ouais, Faut que je te laisse-moi donne- commencer. faut que je te donne l'information pour que toi, tu comprennes, pour que toi, tu aides à expliquer, parce que le rôle du média est aussi un rôle de service public, d'information. Fait qu'il faut que ta relation avec le journaliste te permette de faire ça. Moi, à Ottawa, j'avais des relations avec des très bons journalistes qui nous ont permis d'avoir des bons articles, pas parce qu'on voulait un bon article pour la ministre, mais c'est parce que moi, je voulais que le citoyen qui lit l'article comprenne ce qu'on fait est important. Tu comprends? Fait que la relation avec le journaliste en campagne est très différente, je pense, de celui durant un mandat. Tu sais. Ah, tu es plus émetteur quand c'est. Oui, c'est ça. Tu es plus dans l'émission. Tu C'est vas ça. garocher une C'est ça. proposition ou C'est ça. quelque chose qui va changer la vie des gens. Mais lorsqu'après ça, tu dois expliquer avec élaboration complète. C'est ça. Genre, C'est plus long. L'alinéa 1.3, ça veut dire ça. Ça. Ah, puis là, le journaliste. Tu comprends? Fait que la politique publique, des fois, est comme moins sexy. C'est difficile. T'es pas dans le one-liner, t'es pas dans la clip, là. Très difficile. C'est plus Ouais. dur. Ouais, c'est clair. Puis vous êtes aussi beaucoup tributaire de l'actualité. Ben oui. C'est sûr que, tu sais, j'imagine, tu sais, vous avez vraiment une relation particulière avec Ouais. la mise à jour de l'actualité. Tu sais, j'imagine Ben, que pour moi, vous, c'est tout le temps moi, de la regarder. plus grosse crise que nous, on a gérée, c'est Netflix. OK? Puis la crise de Netflix, Pas entendu parler. Pas entendu parler. c'est juste une petite affaire de rien c'est juste une affaire de rien que tout le monde est chez eux puis que tout le monde aime bien, mais en tout cas. Mais ce que je veux dire, c'est que nous, le plan, bref, tu sais, il a pris le bord dans la mesure où il y avait un journaliste qui a su que ça sortait puis que là, il a décidé qu'il sortait l'histoire 24 heures avant, tu sais. Ça, tu sais, je veux dire, c'est ça que, une bonne partie, ça nous a pas aidé, tu comprends? Mais, puis Vous êtes ça. retrouvés à comme gérer un peu une genre d'enjeu. Ben oui, parce que là, on s'est retrouvés à gérer une crise plutôt qu'à gérer, justement, tu sais, un plan d'information qui était Ça fait la clair. prise Puis du qui était... Oui, là, on était en réaction plutôt que d'avoir été en présentation. Ou, tu sais, bon. Fait que- Nous autres, on s'en allait proposer une assurance dentaire universelle. Puis le NICAB est arrivé. ouais, c'est ça. C'est le même principe. Hein, c'est toujours. C'est qu'à un moment donné, tu sais, fait que c'est sûr qu'en campagne, c'est différent, puis en politique, c'est ça, en gestion de gouvernement aussi, tu sais. Et justement, tu sais, dans un cas un peu comme ça, où est-ce que, oups, OK, la nouvelle sort avant qu'on le veuille, il y a différentes façons de réagir, tu sais, que ça soit de, OK, bon, on accorde une belle grosse entrevue, on fait un point de presse, on envoie un communiqué de presse, tu sais, comment que vous choisissez souvent Ça dépend c'est quoi le tellement processus? de... Un communiqué de presse si tu ne veux pas parler aux journalistes, un point de presse si tu veux vraiment régler la question. Oui, un communiqué, en fait, c'est parce qu'un communiqué ou une déclaration te permet de Contrôler. contrôler ton Contrôler ton message. message. Tu dis mon message, ma déclaration, elle tient sur 10 lignes. Voici, je me répète pas. Viens pas me voir, viens pas demander une entrevue. C'est ça ma déclaration. Puis tu contiens ce que j'appelle le refoulement. Tu sais, essaies de mettre un couvercle dessus, puis that's it. Parce que Puis t'as des fois, raison. le couvercle, il tient, puis des fois, il tient pas. Puis des fois, il tient pas. Fait que quand il tient pas, t'es rendu au point de presse. Quand il tient pas, t'es rendu à des entrevues. Tu sais, c'est parce qu'à un moment donné,
faut aussi jusqu'où tu nourris la bête média. Il y a une escalade. Il y a une escalade, tu sais. Jusqu'où tu vas, jusqu'où tu le contiens, jusqu'où tu dis, regarde, moi, je réponds plus parce que ça va mourir après 24 heures, puis des fois, ça meurt pas. J'ai une question technique. Quand on décide de faire un point de presse, tu sais, c'est pas comme, admettons, dans d'autres secteurs où est-ce que tu envoies 3 semaines à l'avance ton invitation pour ton inauguration. Comment ça fonctionne? Vous mettez ça sur un CNW ou comme, tu sais, vous l'envoyez à vos journalistes clés par courriel? Ou, c'est un peu des deux. Ça dépend. OK. Il y a des journalistes qui nous sollicitent aussi directement. On aimerait savoir le fait que vous faites juste répondre à tout le monde, telle heure, telle date. C'est assez. Mais on vend aussi l'exclusivité de temps en temps. Oui, c'est ça. Ça, c'est très utile. C'est bien utile de donner des exclusivités. Mais c'est quoi les plateaux où est-ce que c'est le fun? C'est quoi les plateaux où est-ce que c'est vraiment comme stratégique et le fun de donner des exclusivités? Ça dépend. Mettons votre top 3-4, je sais pas. Ça dépend. C'est toujours l'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Oui, ça dépend avec Si tu dis, mettons, tout le monde en parle, ça peut être soit plus 2 ou moins 2. Moins 3 peut-être dans certaines Parce que c'est pas situations. l'angle, le montage, mais est-ce que vous avez le droit de regarder une entrevue avant? Non, c'est ça, exactement. Ça serait d'ailleurs contre-intuitif, point de vue démocratique. Mais tout le monde en parle, tu vas savoir qui va être là 4 heures avant. Exactement. 4 heures avant. Fait que t'as plus le grand temps de Tu vas dire terminer à réagir, tu sais, dans un mode de Et c'est plateau là que tu comme ça. décides si tu prends un verre de vin ou si tu as un autre rendez-vous après. C'est pas mal ça. Non, mais tu sais, ça dépend. Mais tu sais, ça dépend à qui tu parles. TVA est une crowd, tu sais, TVA est une audience, la presse, le devoir. Ça dépend c'est quoi que tu veux faire comme sortie. Ça dépend c'est quoi ton objectif. Tu sais, c'est quoi le... Moi, j'appelle ça la roche quand tu lances dans le lac, là. C'est quoi le ripple effect là, que tu veux? Tu sais, c'est ça, il faut que tu évalues. Puis des fois, tu veux juste dire que tu en as parlé. Fait que tu peux choisir des médias qui sortent. En fait, c'est toujours un peu comme en pub, c'est en fonction de l'audience cible que tu cherches. C'est ça. Si je cherche, admettons, à dire moi, je vais baisser les frais de carte de crédit, c'est simple, tout le monde peut comprendre ça. Envoyez ça au Journal de Montréal. Hein? Parce que c'est cette audience-là que je veux qui pogne avec ça. Si je dis, on va faire de la diplomatie avec un pays difficile, ben, je vais aller dans la presse. Ou même le devoir, dépendamment. Même le devoir, oui, c'est ça. Encore là, tu veux pousser plus loin, mais c'est des audiences hyper différentes, puis on les cible en conséquence aussi. Si tu veux pas que personne n'en parle, mais tu attends l'échange de Piquet-Souban, tu sors ça. Oui, c'est ça. Mais c'est tellement une bonne stratégie. Non, c'est pour en politique. Il y a des partis qui l'ont fait. Il y a des partis qui l'ont fait. On va pas nommer, mais il y a des partis qui l'ont fait. On va pas nommer. Nous autres, dans les séries éliminatoires, tu fais quelques de ces shows, là. Tu fais quelques mots. On délocalise toutes nos activités au Mexique. C'est ça. Ah ouais, quel arrêt de price! moi, j'étais peut-être curieuse qu'on termine avec des exemples concrets que vous puissiez donner. Peut-être pour commencer, des belles stratégies de communication que vous avez vues, qui ont été mises en œuvre pendant des élections, puis qui ont eu un impact directement sur l'électorat suite à ça. Moi, c'est pendant un référendum. Mon nom est québécois. Alors, en 1980, c'était mon nom NON est québécois pendant l'élection. C'est magnifique, en fait. Là, ça fonctionnait. Le Canada s'est passé... Le Québec s'est passé par du Canada. Ou une autre belle stratégie, c'est le ciel est bleu, l'enfer est rouge. Maurice Duplessis. Très polarisant. En plus, il demandait au curé de dire ça aux fidèles de notre époque, quand même. Donc, c'est des belles campagnes. Un réfrigérateur ou pas de rouge. Oui, ça aussi. Ça, c'était spécial. Non, tu sais, c'est la capacité de frapper l'imaginaire des gens pour qu'ils comprennent en très peu de mots un concept qui peut être bien compliqué. Oui. Très juste. C'est vraiment cette capacité, puis c'est ça qui est en politique qui est des fois difficile, tu sais, parce que dans le fond, moi, je dis toujours à tous les gens que j'ai conseillés. Du simple avec du compliqué. Ben ouais, tu sais, moi, j'ai toujours aux gens que je conseille en politique, que j'ai conseillé dans la vie, je leur ai dit, écoutez, moi, là, si ma mère n'a pas compris, là, t'as passé à côté. Moi, si ma voisine de 82 ans n'a pas compris, t'as passé à côté. Fait qu'il faut être capable de ramener ça à son essence même, puis la vulgariser. L'art de vulgariser. Puis je pense que c'est ça qui est le plus le plus difficile, puis le plus difficile, puis le plus satisfaisant. Parce que quand tu l'as, là, quand tu mets ton doigt dessus, tu fais comme... C'est ça. C'est ça. Tu le sens, là. Tu sais, tu fais comme... C'est winner.
Ça Ouais, marche. Vous avez un exemple écoute, soit ici, local ou la international? première campagne de Barack Obama, Yes, we can son do it. slogan, Ah ouais, ça écoute, c'est... c'est Power to the people. Ouais. Puis en même temps, ça appelait à toute l'intelligentsia démocrate aux États-Unis. Tout à fait. Une campagne, c'est là que tu vois quand tu travailles avec du diamant brut, quand la personne s'exprime en public, puis que à toutes les fois, tu es comme. Ouais. Toutes les fois, Ouais. Orateur incroyable. c'est incroyable. Ouais. Ça, tu vois pas ça souvent. Mais il y a une technique là-dedans. Il y a une technique. Puis quand tu regardes, quand tu décortiques les discours d'Obama, c'est une technique en politique, c'est de comprendre ton narratif. C'est quoi ton histoire? C'est quoi l'histoire que tu veux raconter aux gens qui t'écoutent? Puis c'est quoi ton storytelling? C'est ton narratif. Puis après, c'est de voir est-ce que ton narratif a marché. C'est quoi l'écart avec la perception de ton narratif? Mais ce narratif-là, il est construit d'une façon que les gens sont capables de te suivre. Parce que c'est une histoire. Puis ça, Obama est un des meilleurs au monde en termes d'être capable de raconter une histoire puis un narratif. Puis c'est vraiment... Personne ne semble que c'est une cachette Non. ou rien. Ah non, tout à En fait. plus, il lit, hein. Non, Ça, puis c'est il lit. incroyable. Il lit, Il ça lit. paraît pas. Il lit sur les speeches, sur des téléprompteurs. Sur un téléprompteur, c'est incroyable. Moi, un exemple qui me vient en tête, puis je trouve ça drôle parce que quand Mélanie Joly a vécu la crise de Netflix, nous, on savait qu'on se retrouvait dans toutes les bye-bye puis les shows de fin d'année. Est-ce que vous envoyez des scripts ou. Nous, on savait Ah, mais que... Ben, elle a joué le jeu avec aménager. Infoman, quand même. Oh, quand Ben, même. nous, quand même. bon, tu vois, puis ça, c'était... Puis moi, je me souviens, on avait eu cette discussion, on me disait, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on y va ou pas dans les shows de fin d'année, tu sais? Puis la réponse, elle dit, au Québec, c'est ça, le Québécois rit de lui-même. Puis le Québécois rit des autres, puis autodérision, fait qu'il faut y aller. On a fait ça. Ça c'était fait, on a fait. Mais ce qu'on a fait aussi, puis je trouve des fois une image vaut mille mots, tu sais. Puis quand, le soir du 31, Mélanie s'est plantée devant une télévision, puis on a stagé, en fait, Mélanie qui s'apprêtait à regarder les shows de fin d'année, avec un casque de hockey sur la tête, puis un bâton, puis elle dit « Je suis prête », en disant « Je suis capable d'en prendre ». Ça a tellement marché, là. On m'en parle encore aujourd'hui. Ça, je trouve, des fois, c'est pas besoin. Les gens vont comprendre, puis les gens, c'est ça, c'est de jouer j'aime pas le mot jouer, mais c'est de embrasser ça, tu sais, de juste... Just Vivre take it avec, in. d'assumer. Take it in. C'est comme, d'assumer. prends le tout, puis dis, ben, écoute, c'est ça. Fait que c'est ça comme exemple. Ah, génial. Ben, vous avez tous gagné. Vous avez le tous podcast gagné. dans le cœur. C'était excellent. Mais un grand merci, Marc-André Blanchette, Soraya Martinez et Paul Evra d'avoir été des nôtres pour le podcast Agent de Pierre. Merci. Merci à vous. Merci à vous.